Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Game Plan saison 2024 épisode 1 et on commence fort avec l'analyse du premier combat français de l'année à l'UFC, celui de Taylor Lapillus face au prospect invaincu Farid Basharat comme d'habitude. Je suis avec Brian. Brian, comment vas-tu? Je vais bien. Toi, Chris, tu vas comment? Ça va très bien et je suis méga content de pouvoir relancer un peu la saison parce que là, la période creuse sur YouTube, ça a fait un peu du mal à la chaîne donc on repart et on repart fort. On va commencer avec le pré-roll. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Merci à Unibet, notre partenaire officiel du Game Plan, pour leur confiance. Avec notre lien en description, vous pouvez vous inscrire et obtenir un free bet jusqu'à 100 euros. Nouvelle année, même résolution, s'il vous plaît, jouez de manière récréative et responsable. Bon, on est parti. Farid Basharat, c'est 11 combats professionnels, 11 victoires. Il est aussi invaincu en amateur. Sur les 11 victoires, il y en a 6 par soumission. Il a été découvert par le Dana White Contender Series et il est actuellement à 2-0 à l'UFC, en omettant évidemment sa performance au Dana White Contender Series, sinon il est à 3-0. Et là, il sort d'une victoire le même soir que Taylor Lapillus, puisqu'on l'a vu à l'UFC Paris 2 et il avait gagné dans le premier round par soumission. Comment est-ce que tu le décrirais d'un point de vue sportif, ce Farid Basharat, ses forces et ses faiblesses? Force et faiblesse. Donc, pour le décrire en un mot, pour moi, c'est un excellent grappleur. Vraiment excellent. Bien évidemment, il est bon partout, hein. Il est meilleur que la moyenne dans tous les domaines. Donc, il a un bon striking, il a une bonne lutte. Mais là, où je trouve où il excelle, c'est dans son grappling et un grappling plutôt jiu-jitsu brésilien. Je pourrais m'expliquer là-dessus. Donc, dans ce qu'on peut voir, c'est un gaucher, qu'est-ce que je raconte? C'est un droitier, excusez-moi. C'est un droitier qui bosse relativement propre en striking. Euh, il bosse relativement propre en striking et je pense qu'il a une petite influence qui se voit peu en garde fermée, mais une petite influence. Il est influencé par le style un peu McGregor, tu vois. On l'aura beaucoup vu, surtout sur de la garde ouverte. Euh, mais c'est des éléments que je pense importants à avoir en tête pour la suite. C'est pas quelqu'un qui va forcément mettre de la pression, donc il va arriver, il va voir un petit peu au moment du centre comment réagit son adversaire. Si son adversaire commence à reculer, il va mettre une pression lente. Et si c'est l'inverse, il n'a pas trop de problème à reculer. Euh, Hmm. je pense que voilà comment je le décrirais. Et pour en revenir sur sa grosse force, son jiu-jitsu, euh, pourquoi je vois du jiu-jitsu brésilien? Parce qu'il est sur un schéma technico-tactique au sol qui est classique, on va dire. Une single leg, une mise au sol, un passage de garde en demi-garde avec ce qu'on appelle du euh, hip up, tu vois, où tu renverses les hanches, donc renversement de demi-garde, soit du half moon pour passer, soit il va passer en head carter, donc se mettre de profil. On l'a vu passer avec hook in, donc avec un crochetage de jambes pour pouvoir passer sa demi-garde, et surtout avec sa pression au niveau du menton, donc le crossface. Donc c'est très très jiu-jitsu brésilien. Et puis alors, une fois qu'il a la monte, soit il évolue sur une soumission, soit il va évoluer dans le dos. Hmm. Voilà, sur ses faiblesses, eh bien, actuellement, on en voit peu parce qu'il est invaincu, mais pas que en professionnel, même en amateur. Euh, Forcément, s'il est très très bon en grappling, eh bien, il y a des disciplines qu'il a moins entraînées. Donc moi, je pars du principe qu'il sera moins bon en lutte et moins bon en striking, ce Hmm. qui est logique. Euh, Ça va être peut-être là un petit peu ses faiblesses, et encore. Et moi, ce qui m'interroge, et je pense qu'une de ses faiblesses aussi, c'est qu'il a toujours été grand favori dans ses combats. J'ai hâte de le voir face à un peu plus d'adversité, mais on reviendra sur ce sujet-là. J'aime beaucoup ton analyse. Je regardais son combat contre Blackshear, là, Damon Blackshear, qui a Mhm. placé un twister juste après avoir perdu contre Farid Basharat. Donc c'est un gars qui est bon au sol et il fait un passage vers la side en fin de deuxième round qui était assez beau, assez propre. Je trouve que techniquement il est très fort au sol. Et pour revenir sur l'aspect faiblesse,
comme tu l'as dit, je pense que là où se trouvent ses faiblesses, c'est en pied-point. Mhm. Mais il a un jeu assez simple et assez safe debout. C'est pas quelqu'un qui va prendre des risques. C'est pas quelqu'un qui va s'ouvrir à des gros contres. Il va beaucoup travailler sur de la simplicité, surtout là c'est en garde fermée, le combat sera en garde ouverte, mais il va beaucoup utiliser son jab, son low kick. Il va feinter son low kick pour envoyer sa jambe avant, en haut ou au milieu. Mais il va pas surengager. Il va pas envoyer des longues combinaisons. Il va pas s'exposer avec des overhand de bistrot ou des trucs comme ça. C'est un Mhm. jeu très simple. Et défensivement, son système, c'est de désengager. C'est pas quelqu'un Tout qui à va fait. vraiment esquiver, il va pas chasser, il va pas beaucoup bloquer, il va désengager. Donc il a besoin d'espace derrière lui. Et donc ça Mhm. revient sur le point que tu avais dit. C'est pas quelqu'un qui met la pression, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'espace derrière lui. Donc il va quand même se déplacer de sorte à pas se faire trop facilement cadré, contrairement à Taylor Lapillus qu'on a pu voir à l'UFC Paris, qui est très très à l'aise, même pied arrière Dos, ouais. à la cage. Mhm. Mhm. Mais donc voilà, c'est quelqu'un, moi j'avais mis simple, efficace et intelligent. C'est les trois adjectifs qui peuvent le décrire le mieux dans la cage, que ce soit debout ou au sol, mais son domaine de prédilection et son objectif, une fois qu'il est dans une cage, c'est amener au sol et imposer son jeu là avec un jeu qui est d'abord priorité au contrôle, et puis il va chercher tout ce qui est action offensive. Il va d'abord s'assurer de pouvoir maintenir son adversaire au sol. Du côté de Taylor Lapillus, on a un avantage d'expérience, 22 combats professionnels, dont 19 gagnés. On connaît le parcours, hein. Il a été à 3 victoires, une défaite à l'UFC en 2015-2016. Il sort de l'UFC, il gagne 7 combats sur 8. Il est champ au GMC en Allemagne, champion au TKO au Canada, champion à l'ARES. Ensuite, il signe une nouvelle fois à l'UFC. Il devait combattre contre Gafurov et puis il y a eu tout en bordel à l'UFC Paris 2. Et finalement, il prend l'invaincu Kaolan Loufran à 3 jours de l'UFC Paris et il lui offre sa première défaite. Donc là, il enchaîne 2 combattants invaincus d'affilée. D'un point de vue sportif, comment est-ce que tu définirais le profil de Taylor? Euh, Taylor Lapillus, bon, moi je le définis comme un striker, hein. Je pense que on est tous d'accord que c'est là où est son gros point fort. C'est un gaucher qui a une bonne compréhension du combat, qui a une bonne compréhension du combat. On le définit souvent comme un, tu vois, genre cérébral, etc., un peu trop calculateur. Je pense qu'on a un petit peu oublié toutes ses sorties, puisqu'il nous a fait des combats vraiment d'anthologie, hein. Tu as parlé du TKO, le combat contre Maness, qui est maintenant à l'UFC. Il était pas, il y avait pas de, enfin, il le met KO avec un sidekick, si je me trompe pas. C'est bien ça. On a eu, quand il était à l'ARES, les victoires qu'il a placées à Wilson Reis, à Demarté Peña. Enfin, Peña, tu vois, il l'a fait passer pour un débutant. Alors que là, les 61 kilos français se cassent les dents sur lui, tu vois. Mhm. Donc, pour moi, c'est un très très bon striker, excellent partout, euh, calculateur, non pas genre pour prendre ses rounds, mais voilà, il gère très bien ses combats, il sait où il en est. S'il a des ouvertures, il va les exploiter. S'il peut finir, je pense que il est très précis, il frappe très très fort. Il est discipliné, je dirais plutôt. Tu vois, J'aime bien le mot. Ouais, il est j'aime bien le mot. discipliné. Donc c'est pas, c'est vraiment ça. Euh, quoi d'autre sur lui? Forcément, je pense que je connais pas trop son niveau au sol ou en lutte. Il a une très bonne défense de lutte. Ouais. Ça, très bonne échappée de lutte. Je pense que forcément, à l'inverse de Farid Basharat, si tu es très très bon debout et que tu t'entraînes régulièrement en boxe, en striking, en boxe anglaise, ben forcément, ton sol sera moins bon que celui qui fait l'inverse. Je pense que c'est un peu une logique, ce qui explique aussi que il va vraiment chercher à rester debout, tu vois. Ouais. Ouais, je trouve que c'est une bonne façon de le définir. Moi, j'avais rajouté, peut-être par rapport à toi, je le trouve rapide dans son pied-point. Il a une bonne vitesse en anglaise. Mhm. Euh, Gestion de la distance, quoi. Il a une vraie compréhension de la distance, comment la gérer. Il étudie très rapidement la distance de ses adversaires pour pouvoir gérer le timing et les attaques de son adversaire. Et puis, je trouve qu'il gère bien sa morphologie. Il a une morphologie un tout petit peu. Bon, alors, j'ai pas.
j'ai pas m'apparenté dans le travail de sport posture conseil, mais je trouve qu'il a une morphologie qui fait un peu penser à Volkanovski dans le sens où il n'est pas super grand pour la division, mais il a une super grande allonge. Et d'ailleurs, je vais prendre Ouais. des statistiques des deux côtés, hein. Donc 180, ici, 184 ouais, c'est ça. Donc d'allonge. 184 d'allonge pour 1,68 m de taille, Ouais. d'après Tapologie. Et du côté Mhm. de Farid Basharat, on est plus grand, 1,73 m, mais on a 1,80 m d'allonge, donc on a une plus petite allonge. Donc il a vraiment, comparativement à sa taille, il a une grande allonge. Apparemment, ça s'appelle le APE quelque chose, le ratio APE. C'est Ouais, peut-être ça, donc c'est peut-être. la différence d'allonge par rapport à la taille, et elle est énorme. Son ratio APE est très très grand, et donc ça peut être dérangeant pour un adversaire de faire face à quelqu'un d'un tout petit peu plus petit que soi, mais qui a une meilleure allonge. Ça peut un peu fausser les pistes, et Taylor, il est forcément habitué à ça, et il gère ça très très bien. Je pense que c'est aussi des profils qui ont un buste relativement long et des jambes relativement un peu plus petites. Et c'est vrai que c'est un gros avantage parce que tu as l'allonge pour le striking et des hanches un peu plus basses et donc une défense de lutte un peu plus rapide, tu vois. Une Mhm. meilleure posture et tout. Oui, ça c'est son gros point fort, hein. Enfin son gros point fort. C'est physiquement cette allonge, elle est immense comparée à la division, hein. C'est clair, c'est Mm, clair. mm, Et mm. il sait bien en jouer, C'est très très bien en jeu. ça fait partie de ses grandes forces. Ok, on va passer à la partie game plan du podcast. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Si vous suivez encore le podcast jusqu'à maintenant et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, profitez-en. Voici mon petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne, mettez le petit like, mettez le petit commentaire avec votre pronostic et ce que vous pensez de ce combat. En tout cas, j'avais vu quelques posts sur X et sur Twitter à l'international de gens qui attendent ce combat avec impatience, et je trouvais ça chouette de pouvoir le souligner. Donc voilà, parlons game plan. Du côté de, on va commencer par Taylor. Qu'est-ce que toi tu as mis en place? Moi j'ai noté un truc qui a Mm. été dit par Daniel Cormier, je pense, durant je sais plus quel combat. De Bacharat, mais il disait que Bacharat était quelqu'un qui étudiait beaucoup ses adversaires, qui passait beaucoup de temps dans l'analyse, et je trouvais ça intéressant parce que quand tu sais que tu fais face à quelqu'un qui va passer du temps à t'analyser et à définir un game plan par rapport à ton profil, surtout quand tu es Taylor et que tu as beaucoup de contenu, que tous tes combats sont faciles à trouver, bah, tu dois un peu venir en te disant bah, comment est-ce que je vais le surprendre parce que le gars va connaître mon style et va avoir adapté son jeu par rapport à moi. Et je pense qu'un des éléments clés pour Taylor Lapillus, c'est de venir avec au moins un élément de surprise. Et voilà, maintenant je te donne la parole, mais moi j'en ai noté un qui pourrait être intéressant pour Taylor. Alors, ça, je ne savais pas, hein, pour Farid Bachar. Moi, ce que j'ai remarqué sur ces combats, c'est que je m'en suis jamais caché, hein. Je le trouve très très bon, Farid Basharat. Quand je l'ai vu combattre à l'UFC Paris, il était excellent. Par contre, une des constances que j'ai vues, c'est que il est toujours favori. Il est toujours face à des adversaires qui sont sur le papier moins bons que lui, techniquement. Et la réalité, c'est que quand vous regardez ces combats, euh, les mises au sol, comment dire, la direction du combat qui va vers la victoire sont rarement liées aux compétences de Basharat, mais souvent à des erreurs de ses adversaires. Donc, par exemple, Black Shear, Black Shear, ouais. Black Shear, il est debout, il met de la pression, il n'y a aucune raison, il cherche une mise au sol. Domaine de prédilection. Première erreur, et il se crame. Il se crame sur la mise au sol, et après, on a Farid Basharat qui déroule du striking, et c'est là où on le voit le plus à l'aise. Juste avant, c'était compliqué pour lui, debout, et Black Shear cherche un takedown, il échoue, il galère après sur la fin de son round. Donc, première erreur. Rodriguez, sprawl, très belle défense, il va chercher une prise de dos, éclaté au sol, il laisse pas, il laisse, enfin, c'est n'importe quoi. Il le récupère ce bras, enfin le bras qui passe et il le remet au sol. Je dis mais c'est pas possible quoi, tu vois, Mhm. à ce niveau-là. Begosso au Dana White Contenders, tentative de mise au sol, il saute une guillotine. Il est sur une single leg, il saute pour essayer de chercher un ibar, tu vois, une clé de jambe. Des erreurs qui pour moi, n'arriveront pas du côté de Taylor parce que je pense qu'il est très discipliné. Mais je pense qu'il va suivre à la lettre. Ouais.
Maintenant, une fois qu'on a enlevé toutes ces zones-là, j'ai regardé, voilà, combien de mises au sol réelles avec quelqu'un qui veut pas se faire mettre au sol, il a obtenu. C'est beaucoup moindre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 C'est ouais. beaucoup moindre. Combien il a obtenu face à des gars qui acceptent de se faire mettre les épaules au sol pour grappler, tu vois? Ça, c'est des choses, ben forcément, maintenir au sol, on l'a vu contre des gars qui avaient même pas un niveau régional, ils arrivaient à se relever, tu vois? Ouais. Donc c'est autant d'éléments qui me disent que faut refuser le sol, bien évidemment, du côté de Taylor, et il va falloir arriver en étant très discipliné. Ouais. Très discipliné, suivre le plan, le faire échouer. Et là, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que Bacharat va proposer, tu vois. Hmm. Donc sur l'élément de surprise, oui, peut-être qu'il étudie, mais je pense que actuellement, dans ses victoires, souvent, il a eu des adversaires qui lui ont donné euh, des opportunités, tu vois, qu'il n'a pas Hmm. lui-même créé parce qu'il a étudié son adversaire. Je sais pas si je suis assez clair là-dessus. Pour moi, c'est très clair. J'espère que tout le monde saura interpréter ce que tu viens de dire de la bonne manière, mais ça me paraît clair. Il fait face à des bons gars, mais face auxquels il est favori et qui font systématiquement une petite erreur. Et comme on sait, une fois que tu es à l'UFC et que tu te diriges vers le top de l'UFC, ben, une Mm. demi-erreur, ça te coûte une victoire. Et voilà, Bacharat est capable de profiter de ce genre d'opportunités Ouais, qu'on lui laisse et de prendre les rounds grâce à ça ou d'aller finaliser derrière grâce à ça. On prend le exactement. cas de Rodriguez. Moi, ce que j'avais mis comme élément de surprise qui pourrait être intéressant, c'est d'augmenter un peu le volume du côté de Taylor. Mhm. Dans le sens où, debout, comme je le disais plus tôt, Bacharat, c'est quelqu'un qui va engagé sur des choses simples, il va engager sur son jab, il va engager sur son low kick. Bon, il aura ses stratégies en garde ouverte, mais c'est pas spécialement quelqu'un qui va contrer, c'est pas spécialement quelqu'un qui Non. va rester dans la boîte, c'est plutôt quelqu'un qui va désengager. Et tu sais, ce genre de combat, ça me fait un peu penser à Max Holloway contre Calvin Kattar, où tu as deux gars qui sont très très forts pour engager, initier l'action, mais qui sont pas spécialement des contreurs et qui sont plutôt à désengager quand on engage contre eux. Mm, Et donc, mm, ce qui mm. s'est passé, Max Holloway, il a mis beaucoup plus de volume que Qatar. Alors oui, de temps en temps, ça a créé des échanges, mais il a étouffé, il a submergé Qatar qui, ben, si tu es quelqu'un qui initie l'action et qui ne contre pas, tant que ton adversaire t'envoie du volume, bah, toi, tu es en réaction par rapport à lui. Et donc, je pense que Mm. si Taylor augmente un tout petit peu son volume habituel, ben, il va sortir Bacharat de son jeu debout et il va commencer à minimiser les, les opportunités offensives de Bacharat en pied-point. Et donc, c'est là où il va devoir trouver le juste milieu entre activité, pression, mais sans s'exposer au takedown ou au grind à la cage, parce que voilà, s'il expose ses hanches, comme tu l'as dit, Taylor a un très bon système anti-lutte, il est très difficile à mettre au sol, mais je pense que Bacharat est aussi capable d'aller chercher tu sais, du clinch à la cage, marquer des petits coups de genoux et prendre du temps sur le round pour pouvoir Mm. marquer ses points. Et donc ça, il faudra faire gaffe parce qu'il n'y a pas que dans ce combat, pour moi, il n'y a pas que ne pas se faire mettre au sol qui est important du côté de Taylor. Il y a aussi maintenir ce combat le maximum à distance de pied-point et éviter d'être trop souvent au clinch. Taylor a un bon clinch, mais je pense qu'au clinch, Bacharat va plutôt chercher à pousser l'action à la cage et à travailler à partir de là. Et même si tu as un très bon travail au corps à corps, une fois que tu es acculé à la cage, les juges vont toujours mettre une petite priorité sur celui qui a le temps de contrôle avec des petites frappes, des petits coups de genoux dans les Ouais. jambes et ce genre de choses, quoi. Mais là, tu vois, je te rejoins pas trop parce que sur son dernier combat, tu vois, contre Kaolan, c'est Kaolan qui avait pas mal de contrôle à la cage. Il a perdu le combat, tu vois. Ouais, ouais, oui, tout à fait. Mais il a Et je perdu le combat pense. parce que Taylor marquait ses points avant d'être. Ah ouais, mais bien sûr, mais je pense pas du tout que Basharat ait le niveau de Kaolan en lutte à la cage, tu vois. Ni la pression, ni la force. Hmm, Donc je le vois pas du tout être. Au contraire, je pense que, comment dire ça, je le vois quand il va à la cage, il va plutôt chercher la single leg, Basharat, tu vois, ouais, ouais, et il ouais, va chercher à obtenir un takedown plutôt à l'ouvert, tu vois. ouais, il Il retourne, a- hein. Donc il vient mettre la pression à la cage, il prend la single leg et puis il essaie de faire un demi-tour et de travailler à partir de là. Moi, personnellement, je m'inquiète pas trop de ce qui se passera à la cage. Je pense que Taylor sera bien plus technique pour pouvoir sortir de la situation, tu vois. Hmm. La question que je me pose, moi, plutôt, c'est est-ce qu'il doit mettre de la pression ou est-ce qu'il doit se mettre sur son pied arrière, tu vois? Est-ce qu'il a un intérêt à arriver au centre et voir qui veut quoi?
ou est-ce qu'il doit un peu imposer sa pression, sachant que Basharat euh, est capable de partir, de reculer et d'accepter cette pression? Ouais, c'est une bonne question. Parce que effectivement, tu vois, quand tu prends cet exemple de Basharat réussit plus ses takedowns à l'ouvert, t'as presque envie de faire la stratégie de Derrick Lewis contre Curtis Blades. Tu vois, Curtis Blades, il a une très mauvaise lutte à la cage, mais il a une très bonne lutte à l'ouvert. Mhm. Derrick Lewis, je sais pas si c'est stratégique ce qu'il avait fait, mais il s'était mis dos à la cage lui-même et ça a un peu sorti Curtis Blades de son jeu parce que Curtis Blades, il a besoin Il a que son besoin adversaire ait de d'espace. l'espace. Ouais, Ouais. il a besoin que son adversaire ait de l'espace derrière lui pour faire ses power double. Et du coup, Mhm. il osait pas trop shooter ou quand il shootait, ben, il était un peu perdu par rapport à la lutte à la cage. Et donc contre Basharat, tu peux partir de ce principe-là, mais voilà, comme on vient de dire, tu vois, Basharat, on l'a déjà vu shooter pour pousser son adversaire à la cage et puis travailler en retournant son adversaire. C'est ce que Mhm. Khabib avait fait aussi contre Justin Mhm. Gaethje dans leur deuxième round. Ouais, ou Euh, Daniel Cormier, c'est un peu dans ouais. ses stratégies à la single leg. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que ça peut être plus intéressant pour Taylor de mettre un peu la pression, puisque Mhm. le système défensif de Basharat, c'est de désengager. Si tu lui mets la pression, tu lui enlèves cette Mhm. option de pouvoir reculer quand tu actionnes, et tu pourrais trouver davantage d'ouverture avec un Basharat qui est sur son pied arrière. Ouais. Alors moi, c'est vrai qu'à première vue, je me suis dit, bah, peu importe, Taylor sera au-dessus. Je pense, je suis allé un petit peu plus loin avec Basharat. Je suis allé regarder un combat contre un Suédois, Elonen quelque chose, je sais pas. Je voulais trouver un combat contre un gaucher, tu vois. Ouais, Jan Elonen, c'est pas ça qui s'appelle? c'est ça. Jeanne Elonen à l'octagone. Voilà. À l'Octagone, c'était? Ouais, à l'octagone. Ouais, je savais pas. Bref, sur ce combat-là, c'est là où je disais Basharat peut avoir un style un petit peu type McGregor, tu vois. Et donc là, il s'est retrouvé dans une garde ouverte avec un gaucher face à lui. Il a mis de la pression. Il était avec la recherche du contrôle de la main avant, tu vois, à utiliser les kicks, à utiliser les directs, euh, tu vois, vraiment dans l'axe et à mettre beaucoup de pression et dans sa manière de circuler, tu vois. Et effectivement, comme tu disais, au tout début du combat, il désengage énormément sur les tentatives de rush d'Elonen, mais après, il se place relativement bien. Et je l'ai trouvé très à l'aise dans ce style-là, Basharat. Très à l'aise, en garde ouverte et en mettant de la pression, un peu type McGregor, tu vois. Alors, Hmm. c'est pas du tout le même niveau, hein, il n'y a pas les comptes, il n'y a pas ce genre de choses. Donc pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que Taylor a un gros intérêt à mettre sous pression Basharat. Mettre sous pression Basharat, il sera en garde ouverte, il doit le pousser à reculer. Sur sa lutte à l'ouvert, je pense encore une fois que Taylor sera meilleur, qu'il va refuser le sol et refuser de se remettre les épaules au sol, tu vois. Que même s'il se fait prendre une double leg, il aura juste assis à rejoindre le dos à la cage, chercher à se relever. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. Et, et je pense que la stratégie, en tout cas du côté de Taylor, ça doit être ça. Travailler en pression, travailler en garde ouverte, chercher à toucher, chercher à créer, tu vois, comme tu disais, du volume, une bonne variété de frappes, prendre ses rounds comme ça, peut-être trouver une ouverture, défendre la lutte pour que aussi Basharat se fatigue. Je pense que Basharat, face à l'adversité, on ne l'a pas encore vu. Et je pense que c'est une porte qu'il doit chercher à ouvrir, tu vois. Ouais, ouais. Qu'il doit chercher à ouvrir. C'est ça, il doit montrer que cette fois-ci, il a de l'adversité et ne pas le lâcher à ce niveau-là pour pas qu'il prenne confiance dans le Non, combat. non. Si tu étais du côté de Basharat, d'ailleurs, j'étais en train de regarder pendant que tu parlais pour voir s'il n'avait pas un training partner gaucher euh, de longue date qui justifierait pourquoi il est autant à l'aise en garde ouverte, mais je trouve pas beaucoup de photos de lui en mode entraînement avec des gens. C'est beaucoup de photos de lui tout seul sur ses réseaux. En tout cas, il a l'air de s'entraîner à Extreme Couture. Quels seraient les éléments clés selon toi pour Basharat contre Taylor Lapillus? Bah, je pense, hein, Basharat, sa grande force, c'est le sol, hein. Là-dessus, je pense que sa grande force, c'est le sol. Et donc, il doit mettre Taylor Lapillus au sol et dérouler, tu vois.
Donc, dans cette stratégie-là, je pense que à l'inverse, bah, c'est lui qui doit mettre de la pression, tu vois. C'est vraiment lui qui doit se placer et mettre de la pression et avancer, frapper avec sa droite, plonger dans les jambes, par exemple, tu vois, ce genre de choses, quoi. Ouais. Et puis, on va avoir comment dire ça? Face à quelqu'un qui va refuser le sol, face à Taylor, je pense que sa stratégie, ça sera de prendre le dos, quoi. Il faut chercher le dos. Et si Taylor se retourne, aller chercher le arm triangle, tu vois, le triangle de bras, ce genre de situation, contrôler, l'étouffer au sol. Et je pense que ça doit être sa stratégie, à Ouais. 100%, tu vois. Ouais, parce que ce qu'on avait vu de Taylor, et d'ailleurs je pense que ça match très bien d'un point de vue dynamique, parce que ce qu'on avait vu justement du côté de Basharat, c'est quand il amène au sol, en général quand ça se relève, c'est parce que son adversaire a explosé. C'est pas parce que son adversaire est allé chercher une deep half centimètre par centimètre et s'est relevé progressivement. C'est souvent sur des explosions avec un Hmm. butterfly hook ou ce genre de choses. Et Taylor Lapillus contre Kaolan, c'était aussi un peu ça. C'est plus quelqu'un qui va accepter enfin pas accepter la position au sol, il la refuse, mais une fois qu'il est au sol, il va attendre son moment pour exploser et Hmm. créer de cette explosion va pouvoir sortir. C'est pas quelqu'un qui va travailler millimètre par millimètre pour se relever peu à peu. Et donc ça aussi, je pense que je te rejoins là-dessus. Si Taylor se fait mettre au sol, c'est pas le moment de stresser. Je pense qu'il sera capable de retrouver son chemin vers ses pieds. Hmm. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Ah, sauf si t'as encore quelque chose. Non, je crois que c'est bon, hein. Je pense que, comme tu dis, ouais, pour Taylor, en revenir sur le sol, il devra vraiment se méfier euh, des ouvertures qu'il peut laisser à Basharat, tu vois. Ouais. Et de se retourner, de se faire prendre le dos, ou une fois qu'il y a une tentative de prise de dos, de revenir dans l'axe pour pas se faire prendre le dos et d'avoir des tentatives d'étranglement. D'où le fait où je pense qu'il ira plutôt à la cage, tu vois. Mhm. Assis, se déplacer jusqu'à la cage et remonter avec la cage, comme ça lui permet de protéger son dos. Ouais. Je sais qu'il est relativement bon pour se relever depuis cette position-là. Mais pour Basharat, non, Basharat, je pense qu'il doit tout miser sur, entre guillemets, hein, tout miser sur le sol, endormir peut-être un petit peu la méfiance de Taylor debout, bien évidemment. Euh, voilà quoi. Et bien évidemment, Taylor, il doit se méfier de son striking parce que ça reste du 4 au Z, tu vois, et ça reste un bon striker, tu vois. On peut Oui, bien pas sûr, bien sûr. avoir un truc à la McGregor Nurmagomedov où tu es tellement obnubilé par le sol, tu oublies que le gars, bah, il s'est frappé, tu vois. Bien sûr. Ouais, ouais, c'est clair. On a tendance à donner un avantage à Taylor debout, ce qui me semble complètement logique, Mm. mais c'est pas parce qu'on lui donne un avantage debout que Farid Basharat est incapable de faire quoi que ce soit. Je pense que Farid pourrait Non. aussi très bien ennuyer Mm. Taylor avec la bonne approche. Ouais, Euh, tu le dis, tu l'as déjà dit, hein, le fait pour un striker d'être aussi focus sur la défense des mises au sol diminue ses compétences de striking, tu vois. ouais, ouais, et Si c'est tu... là pour moi justement tout le challenge de Taylor, comme je le disais, c'était trouver le juste milieu entre activité, pression et ne pas se faire mettre, enfin ne pas Mhm, exploser ses mhm, hanches. mhm, C'est un jeu mental, tu vois, c'est oser mettre du volume parce que tu sais que c'est ça la meilleure chose à faire. En étant conscient que le gars va vouloir te mettre au sol, mais il faut pas que ça te rende attentiste. C'est tout surtout à ça. fait. C'est si tu sais que ton adversaire veut te mettre au sol et que c'est là où il a le plus de chances de gagner, il Mhm, faut pas que ça devienne une crainte au point de te rendre sans volume ou de te sortir de ton jeu. Mais par contre, il ouais, faut que la crainte soit une force. Il faut que cette crainte te rende conscient du risque et du danger pour pouvoir mhm, travailler dessus et avoir un bon jeu anti-lutte. Donc c'est tout un travail mental, je pense. Et Taylor travaille avec Eric Cara, donc au niveau ah ouais, mental, je pense mhm. qu'il est Ah bien oui, en c'est place vrai, oui. dans sa tête. Mhm. Euh, ok, passons à l'avant-dernière partie de ce podcast, la question du membre. Donc, on a reçu pas mal de questions et pas mal se ressemblaient. Donc, j'ai sélectionné celle de Simon Gross. Comme d'habitude, je vais faire la petite publicité à tout le monde. Donc, il est possible de rejoindre la chaîne en tant que membre, ce qui signifie contre une petite partie financière qui commence à 99 centimes par mois. Et ça vous donne accès à certains avantages comme le fait qu'on réponde à tous vos commentaires de manière exhaustive, le fait que vous puissiez poser vos questions lors des game plans. On fait des vidéos exclusives réservées aux membres aussi, et il y a d'autres avantages. Donc voilà, il y a un petit bouton quelque part en dessous de cette vidéo qui s'appelle rejoindre, je pense, ou rejoindre en tant que membre. Sinon, il y a le lien en description. Et voilà. Donc, Simon nous a posé la question suivante.
Pensez-vous que l'ascension de Lapillus est vouée à être freinée par son style qui n'intéresse que peu l'UFC, ou bien le développement récent du MMA en France, d'une scène française et de nombreux combattants français pourrait lui permettre de grimper les échelons malgré ça, en cas de victoire bien évidemment. C'est une question qu'on a reçue plusieurs fois dans le même Mhm. style, qui touche un peu au style de Taylor Lapillus, qui, bah, on va être objectif, n'est pas plaisant pour le public mainstream, on va dire. Donc, comme Ouais. d'habitude, je t'ai pas envoyé la question à l'avance, donc je vais répondre d'abord moi, le temps que tu puisses construire ta réflexion. Moi, de mon Non, côté... ma réflexion elle est déjà faite, Ah, ben t'inquiète. vas-y alors, vas-y, je t'en prie. Non, ça rejoint ce que je disais au début. Je crois que on a quand même beaucoup de gens qui ont découvert un petit peu Taylor à l'UFC. Donc, pour rappel, il y a eu d'autres combats de Taylor qui ont été très spectaculaires. Je vous invite vraiment à les regarder. Mais sur Caolan Loufran, notamment, c'est un changement d'adversaire, une stratégie complètement différente. C'est pas n'importe qui. Donc, c'est ton premier combat, t'es là pour la victoire. Mais je vous invite réellement à regarder ses derniers combats pour des ceintures, donc Demarty Pena, Maness, ou même contre Wilson Reis, hein, Wilson Reis qui est un ancien UFC. C'est vraiment très très plaisant à regarder, quoi. C'est très très chouette à regarder. Donc moi je pense que il a affronté des gars qui étaient très forts. Et c'est toujours pareil, quand on affronte des gars qui sont très forts, les forces s'annihilent un petit peu. C'est une réalité, c'est une réalité. Il aurait le même parcours que Basharat, il aurait peut-être autant de finish. À chaque combat qu'il fait à l'UFC, il est favori à moins 450. Euh, Vous imaginez bien qu'il a que des KO. Donc ça dépend aussi de tout ça. Ça dépend aussi du circuit qu'on vous propose, hein. Donc non, moi je m'inquiète pas. Je pense clairement que il va arriver pour gagner. Ça, c'est ce qu'il faut. Je pense qu'il est dans une catégorie qui est très très compliquée. Je pense que il lui suffit de une belle victoire pour pouvoir être propulsé. Donc nous, notre taf, c'est de lui apporter de la force, tout simplement, et Mhm. pas d'attendre qu'il gagne par KO pour dire ah, c'est bon, on peut lui apporter de la force, l'UFC va le suivre, tu vois. Ouais, Donc je te rejoins à 100%. En fait, chacun a son style et c'est ça la mm, beauté du MMA aussi, c'est que c'est une question de trouver son propre style, le développer mm, pour le peaufiner au mieux et faire en sorte que ce style soit meilleur par rapport à celui de ton adversaire. Alors oui, Taylor, on peut pas le considérer comme un grand opportuniste. C'est pas quelqu'un qui va chercher le finish spécialement. S'il vient à lui, il prendra cette porte-là. Mais c'est un style qui est appréciable. Moi, je le trouve pas ennuyeux dans son style du tout. J'aime beaucoup regarder ses combats, comme tu l'as souligné. Et comme tu l'as souligné, il y a ça aussi qu'il faut considérer, c'est si tu fais toute ta carrière dans des combats à 50-50, ben, tu auras moins de finish que quelqu'un qui fait tous ses combats à 80-20. Et ah on oui. le voit beaucoup, enfin de plus en plus malheureusement, euh, des gens qui veulent construire leur carrière en étant systématiquement ultra favoris, et du coup ça les amène à des finishes. Mais moi je trouve ça plus beau de faire un finish quand tu es dans un combat à 50-50 Mm. que de dominer quelqu'un sans le finaliser quand tu es à 80-20. Parce que justement, quand tu es à 80-20, on s'attend à ce que tu ailles chercher Ouais. le, le finish. Ah, Donc, allez, je vais l'exprimer comme ça. Je pense que tous les combattants, et Taylor en est conscient, quand tu es un combattant considéré un peu plus comme calculateur et capable de gagner à la décision, et pas spécialement le mec qui va faire la guerre comme Benoît Saint-Denis, par exemple, tu sais que mm. ton ascension, elle sera plus lente. Tu le sais. Oui. Et tu as moins droit à l'erreur parce que voilà, tu vas prendre une marche à la fois et tu vas pas sauter de marche. Mais je pense pas que tu doives changer ton style pour gravir les Non. échelons plus rapidement au risque de t'y perdre. Parce qu'en fait, si c'est ça ton style et ce qui est optimal par rapport à ce que tu aimes bien faire et à tes compétences, pourquoi sortir de ça pour Mm. essayer de sauter une étape au risque de te brûler et de retomber en arrière? Moi, je pense qu'il doit rester Ouais. lui-même et tant qu'il gagne et qu'il fait des belles performances, il restera à l'UFC et Non, il bien sûr. gravitera vers le top 10, le top 5 si, voilà, si Et, sa carrière l'y amène. et je le répète encore une fois, la responsabilité, entre guillemets, pour gravir les échelons, c'est le public. C'est comment le soutien du public. Tu peux être le meilleur finisher, si personne veut regarder tes combats, personne ne te fait combattre. Tu peux être le combattant le plus ennuyant, si tout le monde veut te regarder combattre, eh bien tu gravis les échelons plus rapidement. Tu vois? Mhm.
Donc là, on est dans une des divisions les plus difficiles, ça c'est sûr. Il y a pas de, je pense qu'il y a très très peu de débat sur ça parce qu'elle est difficile et puis profonde, c'est-à-dire qu'il y a énormément de combattants. Le chemin va être beaucoup plus long que sur les autres choses, ça c'est sûr. Mais nous, notre taf, c'est de soutenir. Et encore une fois, je vous invite vraiment, si vous le connaissez peu, à aller regarder les masterclass qu'il a fait avant l'UFC. Euh, c'est des finishes, il y a des finishes et des décisions où techniquement c'est incroyable, tu vois. Wilson Race, c'est incroyable comme combat, tu vois. Donc non, je pense que plus la France va donner du soutien et plus il va aussi avoir des combats où il pourra mieux s'exprimer, tu vois. Mais sur ce combat-là, je pense que effectivement, c'est un combat qui est très compliqué stratégiquement. On n'aura peut-être pas le finish qu'on souhaite avoir, mais s'il y a du soutien, le prochain combat et qui gagne, le prochain combat, on aura peut-être un combat un peu plus favorable techniquement pour avoir du finish, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que dans ce combat-là, ça fait une belle transition vers les pronostats et pronostics. Et pronostics. On arrive à la fin. On arrive à la fin. Pronostics? Alors, officiellement, donc malheureusement, c'est sur la carte préliminaire, donc il n'y a pas de cote sur notre partenaire unibet.fr. Par contre, si on va voir sur les sites américains qui proposent des cotes, on est sur un 60-40 à l'avantage de Farid Basharat. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? Enfin, voilà, avant qu'on commence le podcast, on était tous les deux pas d'accord sur cette cote et je pense que les gens auront compris au fil de notre discussion qu'on on avantage davantage. C'est bizarre à dire, mais c'est correct, c'est correct. Ouais. On avantage davantage Taylor Lapillus, mais à quel point? Quel était ton pronostat? Euh, alors, pour être honnête, je me suis pas posé la question sur le pronostic quand le combat est annoncé. Je me suis juste dit, ils lui mettent encore un solide client. Quand j'ai entendu parler des cotes, c'était sur l'interview avec Taylor où il disait qu'il était underdog. Et à première vue, je me disais, bon, bah, en même temps, Basharat 11-0, très bon striker. Ça m'étonnait pas trop, tu vois. Mhm. 60-40, en regardant les combats, non, je pense que je vais mettre ma pièce sur Taylor. Ouais, ouais, Je ouais. pense qu'on est plutôt sur un 50-50 parce que c'est vraiment opposition de style. J'ai mis la même chose. Moi, je vois un 50-50 aussi, c'est Euh, vraiment. Ouais. mais je vais peut-être être, je m'en fiche, hein, peut-être être euh, pas très juste. Enfin, je vois plutôt même un 55-45 Taylor. Mhm. Je préférais être dans ses baskets que dans celle de Basharat si je devais combattre. Ouais, je pense que Taylor a un chemin. J'aime pas utiliser ça comme terminologie, mais je pense que Taylor a un chemin vers la victoire plus facile que Basharat. Basharat, il va vraiment devoir aller le chercher. Ouais. Alors que Taylor, il peut gérer enfin, tu vois, Taylor peut être plus dans la gestion du combat pour aller chercher la victoire, alors que Basharat, s'il veut la victoire, pour moi, il doit aller vraiment Mm, la mm, mm. chercher et allez, à la dure, quoi. Vraiment, Ouais. c'est quelque chose qui va devoir bosser sur 3 rounds non-stop, alors que j'ai pas envie de dire que Taylor peut être sur un siège confortable, mais son style fait qu'il peut aller chercher une victoire classique par rapport à ce qu'il fait d'habitude, et il peut s'augmenter ses chances de Mm. victoire avec une stratégie bien adaptée. Donc moi, je voyais aussi un 50-50, et je voulais pronostiquer avec le corps. Donc moi, je vois Taylor s'imposer à la décision dans ce combat. Comme tu le disais, euh, je vois pas un finish sur ce combat-ci. Et ça aussi je voulais peut-être notifier, je pense que les codes de Paris 60-40, c'est parce que quand tu regardes Taylor, tu te rends pas compte à quel point le mec est précis dans sa gestion de distance. Et c'est au moment où tu rentres dans la cage contre lui que tu vois à quel point c'est impressionnant la manière dont la manière dont il gère cette distance, dont il gère le combat, dont il a vraiment une compréhension du combat, comme tu l'as dit plus tôt. Et je pense que ça se voit pas spécialement à l'œil nu. Et c'est pour ça que peut-être que les codes de Paris ont eu tendance à le Mm. sous-évaluer et à mettre Bacharat autant favori dans ce combat, Moi, je pense parce que les codes que n'ont pas bougé, hein. Ouais. moi, c'est plutôt du côté de Basharat où j'aurais compris les cotes, mais c'est vrai quand je regarde les mises au sol et les erreurs de ses adversaires et l'adversité qu'il a eue, je me suis dit, ah, ça va pas être la même chose. C'est pas lui qui a réussi à mettre au sol, tu vois. Il y a eu des erreurs, il y a eu
de la part de ses adversaires que je ne pense pas Taylor reproduira, tu vois. Et donc, Mm. je pense que la cote, à partir de ces éléments-là, ça s'inverse. Ça aurait été Basharat qui aurait pris une single leg et techniquement, boum, il aurait, comment dire ça, enchaîné, tu vois. Single, il remonte la jambe, il reshoot, il obtient son finish et la défense était quasi parfaite de l'adversaire, mais il a quand même réussi à obtenir son finish. Là, le 60-40 aurait été justifié, tu vois. Mm. Mais là, en voyant le truc, des gars qui sautent des soumissions qui n'existent pas, tu vois, qui se mettent quasi au sol tout seul, je me dis, ça ne sera pas possible, tu vois. Ça n'arrivera pas. Donc c'est pour ça que ça me rassure. Peut-être que dites dans les commentaires si je me rassure tout seul, etc. Mais en tout cas, c'est mon analyse et je le vois léger favori Taylor et voilà. Et par conséquent, tu le vois aussi gagner à la décision en pronostic officiel. Pronostic officiel, oui, je le vois gagner à la décision. J'aimerais le voir finir son adversaire troisième round, tu vois. Ce serait Mm. vraiment le scénario idéal, c'est mettre de la pression, défendre un petit peu toutes les amenées, prendre son temps, déplacer. Troisième, ça commence à fatiguer, qu'il déroule et qu'il obtienne. J'ai pas envie de le voir. Moi, je serais content, tu vois, mais j'aimerais bien voir un finish, tu vois, bien construit. Ouais. Euh, Ah, un peu, bah, en fait, la tu performance disais qu'il est contre qu'il est Maness. pas ouais, qu'il est pas opportuniste, mais moi ce que j'aime en tout cas chez les combattants, c'est les gars qui construisent, tu vois, des Mm. KO. Et ça j'aimerais vraiment le voir mettre un KO comme ça, tu vois, ou peut-être un genou au corps parce qu'il a des très très bons genoux au corps et ça me plairait bien Ouais. aussi. Ouais, sur une rentrée au clinch de Ouais, Basharat. Basharat ouais. qui initie et puis aller chercher le corps. Ouais, ce serait très beau. Ok, Mm. bah, on a fait le tour de ce Ouais, je sujet. crois. Merci à toi, Brian, pour la préparation. Merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant. Merci à Unibet pour le constant support. Et on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée, nuit, peu importe au moment où vous regardez ce podcast. Partagez, abonnez-vous, likez, commentez. Et à très vite. Ciao, ciao, Brian. Ciao.